qui porte sur le développement des hydrocarbures au Québec et particulièrement des évaluations environnementales stratégiques sur les hydrocarbures. Je suis Ariane Aymon et j'aurai le plaisir d'animer cette séance de consultation publique. La séance sera coprésidée par Madame Luce Asselin, qui est sous-ministre associée au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, et de Monsieur Jacques Dupont, qui est sous-ministre adjoint au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Nous sommes également accompagnés de messieurs Pascal Perron et Charles Lamontagne, respectivement du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles et du ministère de l'Environnement. On va garder ce cours. Nous sommes aussi avec Madame Marie-Ève Genet et Monsieur Pascal Brière du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Je rappelle, peut-être le savez-vous déjà, qu'il y a eu une séance d'information le 3 novembre dernier à Québec et sur le web. Les deux ministères l'avaient organisée pour permettre aux gens intéressés de poser des questions sur notamment pour avoir une meilleure compréhension du travail effectué dans le cadre du processus d'évaluation environnementale stratégique. Vous savez qu'il y en a eu deux. Il y en a deux qui sont en cours. On devrait avoir une soirée assez courte. En principe, j'ai 2 inscrits pour le dépôt de mémoire qui se fera ici. Donc, je vais demander à Monsieur André Picouté-Lécane de prendre la parole. Bonsoir. Bonsoir. Mon intervention va être courte. Je voudrais d'abord commencer par quelques points d'information. Entre autres, sur un arrêté de la Cour suprême du Canada qui stipule que la couronne contre... ça s'appelle premièrement la couronne contre Adams. Stipule que les droits ancestraux ne sont pas assujettis à un titre aborigène. Cela signifie que, quelles que soient les ententes conclues entre les compagnies ou un gouvernement avec un conseil de bande, cela n'affecte en rien nos droits en tant qu'Autochtones. À moins que le Canada reconnaisse la souveraineté territoriale d'une communauté sur le territoire revendiqué et signe un traité en conséquence. Lors de la soirée d'information de l'actuelle évaluation environnementale stratégique à Québec le 3 novembre, un certain M. Dupuis affirmait que des communautés autochtones allaient être consultées. Ensuite, les gouvernements et promoteurs de tout acabit ne sont pas sans savoir que l'écrasante majorité des conseils de bande sont enclins à prostituer nos territoires ancestraux. Elles sont également sacrées pour nous. Il est clair que ce ne sont pas des consultations qui se feront auprès des conseils de bande, mais bien des négociations pour marchander des redevances. Selon le jugement Adams, le gouvernement et les pétrolières ont beau faire des ententes avec des conseils de bande, ça n'empêche pas les individus de pratiquer leurs activités ancestrales et de se retourner vers les tribunaux pour faire valoir nos droits lésés. Toujours le 3 novembre dernier, suite à la question de Mme Marie-Hélène Parent, qui était, à savoir, sur l'accessibilité sociale, comment les Autochtones seront rapprochés. Dupuis avait répondu que ce n'était pas possible pour le gouvernement ou le promoteur d'aller rencontrer chacune des personnes de ces communautés autochtones, vu que Pessamit avait une population de 3 000 personnes et Wahat 4 000. Pourtant, l'exercice demandé est réalisé pour les 200 résidents de Port-Meunier, isolés sur une île, ainsi que pour Québec, ville ayant une population de 500 000 habitants. Pour eux, ça ne cause aucun problème. Donc, si je comprends bien, il n'y a aucun problème pour rencontrer une poignée d'habitants sur une île dans le Golfe ou pour rencontrer 1 demi-million de non-autochtones de Québec, mais vous ne voulez pas rencontrer des populations de moins de 6 000 autochtones. Cela, à mes yeux, ressemble à une démarche raciste. Merci.
Merci, monsieur. Merci. Je vais, si vous permettez, me permettre de faire quelques précisions. Nous avons convoqué l'ensemble des communautés pour ce même exercice. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, on a rencontré des communautés dans la région de Montréal. On a d'autres qu'on va rencontrer, d'autres qui nous ont demandé d'annuler. Alors, la volonté, je ne veux pas ici faire un plaidoyer sur la position qu'a pu prendre un de mes collègues, mais cette volonté, elle est clairement exprimée et c'est notre souhait de le faire. Alors, moi, je ne peux que recevoir votre message, mais il faut savoir que cette démarche-là, elle est en cours. Et l'intention, par rapport au sujet qui nous préoccupe, de rencontrer les communautés est bel et bien connue. Alors, je veux juste, parce qu'on en a déjà vu, on va en voir d'autres, puis on essaie de voir tout le monde. Et moi, personnellement, le 30 octobre dernier, en ce qui regarde la politique énergétique, il y avait des gens de votre communauté autour d'une table pour discuter politique énergétique. Alors, ce souhait-là, il est clairement exprimé. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé, là? Je ne suis pas ici pour essayer de trouver un coupable, mais je vous entends bien. Okay. J'aurais une question à ce moment-là. C'est, quand vous dites des gens de ma communauté ou des communautés autochtones, c'est qui? Est-ce que c'est les chefs et les conseils de bande ou la population? Parce qu'une communauté, c'est une population, c'est pas un gouvernement. Tout à fait, mais dans la politique énergétique, on a passé par les chefs de bande. Et pour cette consultation-là, normalement, les gens étaient invités avec des représentants de leur communauté, population. Alors, il y a eu des gens qui ont demandé d'annuler. Alors, on pourra vous revenir avec des détails, mais je pense que la volonté d'aller tester et écouter les gens, elle s'applique à l'ensemble des gens sur le territoire du Québec. Si je pourrais me permettre de vous donner un conseil, c'est que, en fait, je vais vous faire remarquer 2 choses qui sont passées. Un, il y a eu un BAP dans ma communauté en 2011, je pense, c'est sur la ligne, la construction d'une centrale qui s'appelle Miquois. Il y a eu un BAP. Ça s'est quand même fait et il n'y a pas eu de problème. Ça, c'est pour le fait là, que M. Dupuis avait dit qu'il y a trop de monde à rencontrer. Ensuite, l'autre, c'est que c'est possible, dans nos communautés, de faire des assemblées, malgré tout, même sans l'appui du conseil de bande. Et ça s'est déjà fait dans ma communauté, en projet sur... le conseil de bande qui annonçait un projet avec Transamerican Energy pour faire de la fracturation, pour la recherche d'hydrocarbures, donc, entre autres, du gaz de schiste, dans notre réserve et autour. Ça s'est soldé par que la ministre de l'Énergie, je pense, ou de l'Environnement de l'époque, je ne sais pas, Nathalie Normando, a réglé le dossier. On a quand même fait une assemblée, malgré que l'opposition du conseil de bande. Il est possible d'aller rencontrer les populations. Il est possible, si vous, admettons, vous allez comme dans la ville de Sept-Îles, vous les invitez, c'est peut-être été fait, je ne sais pas, ils peuvent se déplacer. La plupart des communautés, ils ont un village non autochtone, souvent à côté. C'est possible de les inviter à participer. Il n'y a pas seulement les conseils de bande qui comptent. Sauf qu'on était à Sept-Îles, où on y est, je ne sais pas quand, là. Et lorsque les invitations à la consultation sont faites à l'ensemble de la population. Alors, c'est sûr que les gens de la communauté qui veulent bien s'y pointer sont bienvenus aussi. C'est demain soir, madame. C'est demain soir. Alors, mais j'entends bien votre message. Il ne faut pas oublier là, qu'il y a d'autres communautés. Magan, Natashquan, Unamenchipi. On peut peut-être juste faire un point d'information. Premièrement, à Coué. Actuellement, c'est une consultation sur le rapport de consultation. Éventuellement, il va y avoir les rapports des EES qui vont être remis à nos ministres. C'est une première phase. Il va y avoir d'autres consultations parce que si jamais le gouvernement prend une décision d'aller de l'avant, ou pas, ça dépend, mais s'il décide d'aller de l'avant, il y aura d'autres projets qui vont devoir faire l'objet
de procédures d'évaluation environnementale. Et comme moi, je suis responsable de l'ajustement de procédures environnementales et du BAP et de ces choses-là, on a pris l'habitude, et ça fait partie des droits des Premières Nations, d'être consultés, accommodés. On les rencontre, et non pas seulement les conseils de bande. On va dans les communautés, on peut tenir des sessions du BAP spécialement pour les communautés. On l'a fait dans plusieurs projets, entre autres sur la Côte-Nord, où on est allé s'asseoir avec les gens des communautés. Donc, il y aura d'autres occasions comme ça qui vont être là. C'est sûr que si on a manqué le bateau parce que les gens ne sont pas là, il y aura d'autres possibilités de consultation. Vous pouvez également déposer vos commentaires. D'ailleurs, s'il y a des gens qui vont écouter ça, on a l'occasion de déposer soit des mémoires, des commentaires, le blog, poser des questions. Ça va nous faire plaisir. Et si les gens des communautés veulent nous écrire, on va leur répondre. Ça, c'est sûr. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je vais inviter maintenant Madame Marie-Hélène Parent, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais déposer un mémoire qui va s'intituler « Mémoire pour rafraîchir la mémoire, prise 2 ». Alors, mon implication citoyenne, je suis citoyenne avant tout, remonte mon implication citoyenne active dans le dossier des hydrocarbures au Québec remonte à mai 2010. J'ai cherché à comprendre ce qui amenait le Québec sur cette voie de l'exploitation des hydrocarbures, à comprendre les techniques d'exploitation et les impacts sur l'environnement. J'informe les gens quotidiennement depuis 5 ans à travers les réseaux sociaux sur les différentes actualités environnementales, les différentes actualités sur les exploitations et sur les politiques gouvernementales. Avec le groupe, depuis 2010, j'ai initié 3 pétitions concernant les hydrocarbures, dont 2 à propos des hydrocarbures non conventionnels nécessitant la fracturation hydraulique. Avec le groupe citoyen que j'ai fondé, Non au pétrole et au gaz au Québec, j'ai publié une première lettre pétition le 4 juillet 2010 dans La Presse et Le Soleil. Dans notre grande naïveté, nous implorions le premier ministre Jean Charest de ne pas amener le Québec dans l'exploitation des hydrocarbures. Nous lui demandions de donner au Québec, à ses inventeurs, ses scientifiques, ses designers, ses entrepreneurs, etc., les moyens en recherche et développement pour développer les énergies renouvelables et des matières ne requérant pas de pétrole pour la production d'objets. Nous demandions d'entrer de plein pied dans le 21e siècle en harmonie avec notre environnement et d'abandonner les hydrocarbures. Pour convaincre le gouvernement, donc cette lettre pétition avait été signée entre le 9 et le 11 juillet par 600 personnes en pleine canicule. Pour convaincre le gouvernement, j'ai initié une 2e pétition demandant un moratoire sur les gaz de schiste et la fracturation, qui a été soutenue par le metteur en scène Dominique Champagne, et je l'ai déposée avec 128 000 signatures à l'Assemblée nationale le 8 février 2011. C'était alors la plus grosse pétition que le Québec avait vue. Cette pétition a permis aux Québécois de lever le voile sur la technique de fracturation utilisée pour l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels. Nous avons pu ainsi savoir que cette technique augmente les émanations de méthane dans l'air, contamine l'eau potable, fracture le sol de manière irréversible, augmente l'activité sismique et même a causé des tremblements de terre notoires aux États-Unis et en Alberta. En somme, cette exploitation compromet la santé des animaux et des humains. Suite à cette pétition, nous pensons que le gouvernement avait compris nos demandes et que la fracturation et ces exploitations d'hydrocarbures non conventionnels seraient dorénavant proscrits. Mais en 2012, on se rend compte qu'Anticosti passe entre les mailles de la sécurité. À l'été 2012, les pétrolières Junex et Petrolia débarquent sur Anticosti pour conduire des explorations. Le gouvernement de Jean Charest a investi 15 millions pour permettre cette opération sans qu'aucune étude environnementale n'ait lieu. En juillet 2012, j'initie donc ma 3e pétition, sur Havas cette fois, pour demander l'arrêt de l'exploration et de l'exploitation sur Anticosti.
Cette pétition est déposée par un événement de dépôt et de conférence que j'organise à mes frais à Québec le 4 juin 2013. La pétition est remise avec 25 500 signatures au député Amir Kadir qui la remet en conférence de presse le lendemain à l'Assemblée nationale. Le 13 février 2014, nous apprenons que le gouvernement décide d'investir 115 millions dans l'exploration avec fracturation sur Anticosti. La pétition qui n'avait pas été fermée fait un bond de 10 000 signatures en 10 jours. 2015, on apprend que le gouvernement libéral du Québec envisage le forage de 6 500 puits de pétrole sur l'île d'Anticosti et poursuit avec l'intention de fracturer le sol d'Anticosti en 2016 pour compléter son exploration. Le gouvernement décide de mettre sur pied l'EES hydrocarbures actuel qui n'inclut pas les résultats de la fracturation. La pétition pour Anticosti sur Havas est actuellement rendue à 38 900 signatures. Elle est toujours ouverte. C'est autant de signatures que la pétition qui a demandé la commission d'enquête sur la construction. Les mois et les années passent. On évite de prendre en considération l'opinion citoyenne des pétitions antérieures déposées qui sont un fort indice de la non-acceptabilité sociale de ces projets. On se permet de jouer à l'apprenti sorcier avec une technique contestée sur une île qui est un trésor national et devrait être protégée. Et puis voici l'EES hydrocarbures, qui est éminemment importante pour l'avenir du Québec. Mais on ne nous offre ici que bien peu de respect avec des études lancées à la va-vite et qui ne nous donnent pas toutes les informations et rapports que nous sommes en droit d'attendre. Dans ce qui devrait être une évaluation environnementale, nous sommes projetés beaucoup plus dans une logique comptable et de chiffres qui fait bien peu de cas de l'impact de ces exploitations sur l'environnement. On nous enfarine de colonnes de chiffres et de prétendues rentabilités, mais on omet de nous parler des coûts de l'impact sur l'environnement. J'ai vu des projections économiques basées sur des pourcentages de récupération du pétrole ou du gaz, peu crédibles puisqu'ils ne sont pas basés sur des taux réels. On prendra le risque de fracturer le sous-sol d'Anticosti en 2016 sans que cela ne soit pris en compte dans les évaluations. Pas grave, on nous propulse dans une logique de chiffres. Mais on omet de spécifier la valeur de ce qu'on nomme externalités dans les rapports de faisabilité et de rentabilité. Ces externalités concernent l'impact sur l'environnement et donc l'impact sur la vie, la faune, la flore et la vie humaine. On objectifie pour mieux se détacher de l'irréparable sur la vie et le sort des êtres vivants. Donc, dans cette logique implacable qui place le débat dans une logique marchande et de chiffres, je demande des évaluations sur la vie. Comme citoyenne, je veux avoir des chiffres sur les impacts suite à des déversements d'hydrocarbures, de produits chimiques, de bouts de forage épandus ou d'eau usée rejetée dans l'environnement. Je veux des chiffres sur une éventuelle extinction du saumon atlantique sur l'île d'Anticosti ou en Gaspésie, qui est catégorisée en voie de disparition. Je veux des chiffres sur la mort prématurée, voire l'extinction d'espèces comme la pigargue ou aigle à tête blanche et l'aigle royal. Je veux des chiffres sur les pertes éventuelles de la CEPAC Anticosti suite à une destruction de la faune et de la flore concernant la chasse et le tourisme de villégiature. Je veux des chiffres sur la valeur des forêts rasées. Je veux des chiffres sur la valeur d'une eau potable contaminée. Je veux des chiffres sur des rivières et des nappes phréatiques asséchées. Je veux des chiffres sur l'air contaminé et l'augmentation des GES et sur l'impact financier de notre mauvaise réputation à l'international. Je veux des chiffres sur les coûts des droits moraux et légaux lésés par les impacts de ces exploitations sur la faune, la flore et les humains. Je veux des chiffres sur les coûts de poursuites judiciaires éventuelles contre nos gouvernements inculpés d'écocide dans un avenir peut-être rapproché. Les pétrolières nous parlent d'assurances qui paieront les dommages. Mais ces assurances redonneront-elles la vie des espèces éteintes? Les assurances ont-elles pouvoir de création de la biodiversité, de la nature et de ce qui fait notre plus grande richesse et dont l'humain fait partie intégrante? Tout cela est une farce et on ajoute au cirque.
Que penser lorsque Ressources Québec n'attend même pas la fin des EES pour investir plus d'argent public dans Petrolia Inc. et leur octroie 2,8 millions de dollars la semaine dernière? Encore, je me questionne sur la logique comptable dans laquelle nous sommes. On nous parle d'austérité. On coupe dans les programmes sociaux et les services essentiels en santé, éducation, culture, et on donne de l'autre main aux compagnies pétrolières. Je trouve cela révoltant. Un gouvernement n'a pas été élu pour foutre le chaos chez ses citoyens, ni pour détruire l'avenir des générations futures et de notre planète. Comment ce gouvernement peut-il prétendre à la transparence et à la démocratie lorsque le processus d'information et de consultation est si questionnable? J'ose espérer une information de qualité avec un temps d'évaluation adéquat pour tous les citoyens. Des consultations ont lieu dans les communautés concernées par les exploitations envisagées, mais il me semble nécessaire qu'un référendum ait lieu, conjointement avec les communautés autochtones, concernant l'exploitation des hydrocarbures sur Anticosti, Gaspésie ou ailleurs au Québec, car ces exploitations concernent toutes les populations. Merci. Merci, Mme Parent. Je vais vous remercier pour votre témoignage. Je n'ai pas de questions, c'était très clair. Merci beaucoup. Merci.